Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir sur votre petit écran, votre iPhone, votre smartphone, votre ordinateur, c'est selon vous, pour cet autre énième numéro de l'entretien sur la télévision régionale. Je rappelle, le tout premier de la 5e République et dont nous recevons aujourd'hui un invité et non pas des moindres, l'honorable Alexandre Awassi, député de la transition, député au Parlement de la CEMAC, député de la circonscription de Mwanda, qui nous fait l'honneur ce jour de répondre à nos questions. Bonjour, honorable. Bonjour, merci pour l'invitation qui m'est faite. Merci, honorable. Nous allons entrer rapidement dans le vif du sujet. Nous sortons d'une élection présidentielle qui a vu la victoire du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a prêté serment. Et je rappelle que cette élection s'est tenue le 12 avril 2025 et a vu la victoire du président Brice Clotaire Oligui Nguema avec 94,85% des suffrages exprimés en sa faveur. Il devient de ce fait le tout premier président de la 5e République et président du gouvernement. Honorable, vous qui avez participé, vous qui avez pris une part active dans cette élection, battant campagne pour le chef de l'État, quel est le regard que vous portez au sorti d'une telle élection organisée des mains de maître par le ministère de l'Intérieur? Écoutez, avant toute chose, je voudrais vous remercier pour l'invitation qui m'est faite. Je voudrais surtout vous dire merci pour le privilège que vous me faites. Vous le disiez, entre autres, que c'est la première du genre dans la 5e République. Donc je voudrais, mais de tout cœur, vous dire merci pour ça, pour cette invitation. Cette élection est historique, en réalité. Pour mon âge, jamais je n'avais imaginé qu'une élection pouvait être organisée dans autant d'apaisement, autant de gaieté, autant de quiétude. De ma jeune expérience, c'est la première fois que je voyais autant d'engouement. Les bureaux de vote étaient pleins à craquer. Depuis les premières heures de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la dernière minute. Et ça m'a donné des leçons de vie, de ce que en réalité les choses peuvent être faites autrement. Donc j'en retiens une très belle expérience, j'en retiens une très belle organisation. Effectivement, c'est une œuvre humaine, elle est perfectible, mais j'en retiens de beaux moments partagés entre nos compatriotes qui eux-mêmes, j'en reste convaincus, ont plébiscité, mais fortement. Je parle seulement de l'organisation. Ont plébiscité cette organisation. Sans stress, il n'y avait aucune tension dans les bureaux de vote, à ce que je sache. Donc pour moi, pour mon expérience, je ne peux demander qu'à ce que les choses soient toujours désormais ainsi. Honorable, vous aviez pris part à la cérémonie d'investiture, oui. Une cérémonie marquée par la présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, des responsables d'institutions internationales, une cérémonie déroulée au stade Tangondier, dans la commune d'Akanda, contrairement aux cérémonies passées qui se déroulaient uniquement au palais présidentiel. Honorable, quel effet ça vous a fait lorsque vous vous êtes retrouvé au stade ce jour-là? Le même effet depuis le 30 août 2023. Depuis cette date, nous n'avons pas cessé de réécrire l'histoire de notre pays. Et je me suis personnellement refusé de manquer cette cérémonie d'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. J'étais rempli d'émotions, j'étais rempli là aussi de leçons de vie.
j'ai fondu sous le coup de cette émotion. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est notre pays, le Gabon, qui en arrive là. C'est des moments qui vous enseignent toutes les erreurs que vous aurez pu commettre. C'est des moments qui vous enseignent ce qui aurait dû être fait en réalité dans ce pays depuis tout ce temps, toutes ces années. De mémoire d'homme, je ne me souviens pas. Peut-être sous l'ère Omar Bongo, je n'avais peut-être pas la conscience nécessaire pour regarder ce qui se faisait à l'époque, mais je ne sais pas si dans notre pays nous avons déjà fait une investiture d'une telle ampleur, naturellement adulée et appréciée des Gabonais et des Gabonaises. J'ai particulièrement été marqué par la déclaration d'amour du président vis-à-vis de son peuple. Oui, en leur disant « je vous aime », cette cérémonie a touché son comble. Cette cérémonie a été marquée de 10 000 autres symboles, que ce soit culturel, que ce soit religieux, que ce soit par la présence des chefs de l'État. Il a été marqué d'un symbole fort. Ça ne me surprend pas en réalité de la personne qu'est le président de la République. C'est celui de voir une fois de plus tous les Gabonais, peu importe d'où qu'ils viennent, peu importe le bord politique auquel ils appartiennent, ils étaient là présents pour lui dire oui, nous te faisons confiance. Ça, pour moi, ça reste une leçon de vie. Ce que l'on peut raconter à nos enfants, ce sont ce genre d'événements. Honorable, après l'investiture, démission du gouvernement et nomination du tout premier gouvernement de la Ve République avec un vice-président de la République et un vice-président du gouvernement. Fait inédit. Tout à fait. Pour notre pays, le Gabon. Alors, honorable, quel regard est-ce que vous portez sur ce nouveau gouvernement et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce gouvernement? Alors, je n'ai pas de regard particulier vis-à-vis du gouvernement, sinon je me fonderais dans un jugement de valeur et ce n'est pas la chose la plus attendue. Par contre, sur le deuxième volet de votre question, les attentes ne sont pas que miennes, elles sont celles de la population gabonaise qui, en réalité, dans cette réforme, a soif de réalisation, elle a soif d'action, elle a soif de concrétisation des paroles données, elle a soif de voir des hommes de valeur en activité, elle a soif d'un changement profond, elle a soif de voir son pays se mouvoir convenablement. Oui, telles sont les attentes de nos populations. Les questions d'eau, d'électricité, de la route, du chômage des jeunes, toutes ces questions doivent être traitées minutieusement. C'est pour ça que je n'ai pas de temps à perdre sur le regard personnel que j'aurais vis-à-vis de X ou de Y. Ce serait un jugement inutile de valeur. Ça, c'est pas le plus important dans notre pays. Qu'ils soient des anciens hommes ayant déjà gouverné, qu'ils soient des nouveaux hommes à peine arrivés sur la table du gouvernement, l'heure est désormais à la concrétisation des paroles données. L'heure est désormais à l'action. Et c'est là où nous, peuple gabonais, attendons nos gouvernants, attendons l'exécutif. Je vous l'ai dit tantôt, que depuis le 30 août 2023, nous n'arrêtons pas de réécrire l'histoire de notre pays. Effectivement, pour moi, je m'y perds même d'ailleurs encore, je n'ai rien à cacher, que de voir un vice-président de la République et ainsi de suite. C'est tout nouveau, on finira par s'y habituer. Le plus important n'est pas dans la stratification que propose le gouvernement ou l'exécutif gabonais. Le plus important, c'est de voir notre pays être édifié. Le plus important, c'est de voir notre pays se faire bâtir. C'est ce que nous attendons. Le reste n'importe en réalité que très peu. Peu importe que l'on ait un monarque, peu importe que l'on ait un président de la République, ce dont nous souhaitons, ce que nous souhaitons, c'est de voir notre pays se construire
Voilà. Lors de sa prestation de serment, le chef de l'État a annoncé, a dévoilé le calendrier électoral pour l'année en cours. Et également, il a reçu, juste après sa prestation de serment, les partis politiques auxquels il a tracé une feuille de route. Alors déjà, vous, en tant que député, on ne peut ne pas vous poser la question de savoir si est-ce que l'honorable Alexandre Awassi sera candidat aux législatives à venir et par rapport à l'interpellation du chef de l'État aux partis politiques, la nouvelle feuille de route que le chef de l'État a tracée pour les partis politiques, vous, homme politique, qu'est-ce que vous pensez? Déjà, la première question, est-ce que vous serez candidat? Alors, je ne voudrais pas me précipiter dans des réponses parce que je n'ai pas pour l'heure ce calcul. Je veux vivre pleinement l'instant de ce Parlement de la transition. Je veux le vivre au mieux possible et faire ce que j'ai à faire durant cette étape de la transition de notre pays. Nous sommes consacrés jusqu'au mois de septembre. J'ai envie de pleinement me concentrer à cet exercice-là. Au moment venu, je vous dirai quelle est ma position. Elle dépend certes de moi, mais aussi de mes premiers mandats, ceux qui m'ont conféré ma première légitimité depuis 2018 jusqu'en 2023. Au moment venu, vous en serez informés. Ce n'est pas une urgence, je pense. Pour ce qui est des partis politiques, je peux vous le dire, je crois fortement à la refonte des partis politiques dans notre pays. Pour autant, cette refonte ne devrait pas que couvrir les aspects physiques. Parce que là aussi, c'est une question de valeur d'homme. C'est ce qui piétine dans notre pays, la valeur des hommes politiques. On peut aujourd'hui préconiser, parce qu'on veut imiter d'autres nations, mais je pense, au fond de moi, que la pluralité de nos partis politiques sont un acquis démocratique d'abord. Le Gabonais a le droit de se mouvoir dans autant d'idéologies qu'il le souhaite. D'ailleurs, c'est ce que consacre la Constitution de notre pays, la liberté de s'associer. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est pas en ayant 18 000 adhérents que l'on devient pour autant crédible. Ce n'est pas en ayant des élus, autant dans les conseils locaux qu'à l'Assemblée, dans le Parlement, que l'on devient parti politique crédible. C'est quand on est un homme de valeur, une association de valeurs, qui sait défendre, peu importe les intérêts, le Gabon d'abord. Donc cette refonte ne doit pas exclusivement être physique. Elle doit être impérativement morale. La moralisation de l'homme politique est un objectif à atteindre. Sinon, on risque de se retrouver dans les mêmes tracasseries où les hommes politiques ont privilégié d'abord leurs intérêts au détriment de ceux d'un peuple fortement piétiné. Donc, je suis, et je le répète, pour la refonte des partis politiques, mais à condition qu'elle passe d'abord par la moralisation des hommes politiques avant toute chose. Honorable, vous parlez de moralisation des hommes politiques avant toute chose. L'actualité politique, puisque nous y sommes, est secouée au Gabon depuis quelques jours par la démission des hauts cadres politiques de la province du Wollentem, hauts cadres politiques issus du PDG, Parti démocratique gabonais. Une démission en cascade qu'a aussitôt rejeté le secrétariat général du parti. Alors, honorable,
qu'il y a lieu de comprendre derrière cette situation qui prévaut au sein de l'ex-parti au pouvoir? Vous me demandez de me mêler des choses qui ne me concernent pas. C'est l'homme politique que vous êtes. Mais oui, non, je comprends de façon, c'est une question d'actualité. Premièrement, j'ai envie d'estimer que, autant que nous soyons, nous avons une liberté de nous mouvoir comme nous l'entendons dans notre vie. Ils sont donc, entendez par là, libres de faire ce qu'ils entendent faire de leur vie et de leur carrière. Les objectifs derrière, eux-mêmes savent pourquoi ils le font. L'organisation du parti qui est le leur, on prendra les décisions et les mesures à juste titre. Mais personnellement, il ne m'appartient pas de fonder des jugements, de poser des jugements sur eux. Qui plus est, je suis respectueux de, pas nos anciens, mais de nos vétérans. À leurs âges, il ne m'appartient pas de leur dire ce qu'ils ont à faire pour ce pays. Eux-mêmes savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je ne voudrais pas porter de jugement de valeur sur qui que ce soit. Il leur appartient de tracer le chemin qui est le leur. Ils savent pourquoi ils le font. Ils savent où ils vont. Est-ce que pour autant, le PDG sombrera? Je n'en sais rien, je ne saurais vous le dire. Je fustige simplement que ça a été fait en groupe. Je ne pense pas qu'ils aient tous adhéré au même moment. Je suis juste un peu surpris qu'ils aient choisi de démissionner tous au même moment. C'est peut-être un message fort qu'ils avaient à passer au sein de leur province, j'en sais trop rien. D'aucuns qualifient cela d'un certain repositionnement stratégique au vu des échéances électorales à venir. Peut-être. Ils ont le droit, comme je vous le disais, ils ont le droit de se mouvoir comme ils l'entendent. Ce n'est pas à nous, individuellement, vous, assis ici et moi ici, de porter des jugements. Nos populations décideront de si oui ou non elles sont en accord ou pas. Nous, on ne peut qu'avoir des commentaires, mais ce n'est en rien une décision, nos commentaires. Donc, vraiment, comme je vous le disais, je suis respectueux de nos vétérans. Eux-mêmes savent où ils vont. Ils savent où ils sont actuellement et ils savent où ils vont. C'est un choix. Nous observons. Qui sommes-nous pour juger? Personne. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours en entretien avec notre invité, l'honorable Alexandre Awassi de la circonscription de Mwanda, député de la transition à l'Assemblée nationale de la transition du Gabon, à Libreville, qui nous fait l'honneur aujourd'hui, qui nous fait l'honneur ce jour de répondre à nos quelques questions. Honorable, cette émission tire progressivement à sa fin et nous savons qu'ils sont nombreux, vos populations du côté de Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, qui vous suivent et qui vous regardent et qui sont fiers d'écouter leurs représentants, leurs députés. Alors, honorable, pendant la transition, il avait été dit de stopper les comptes rendus parlementaires. Alors, vous, comment est-ce que vous vous êtes comporté, vous qui êtes déjà un ancien député, vous dont la transition a trouvé à l'Assemblée nationale? Alors, ici, vos populations vous regardent. Si vous les avez abandonnés, ils sauront. Si vous aviez été avec eux, ils sauront. Alors, comment est-ce que vous vous êtes comporté pendant cette période? Écoutez, l'apprendre a été difficile, mais ce n'est qu'une règle du jeu. C'est-à-dire qu'en temps de transition, en réalité, aucun député n'a un siège. Nous sommes députés du Gabon, de la nation gabonaise, et en réalité, personne ne devrait avoir un siège. Et
j'ai envie de dire que l'événement politique avait un tout petit peu été anéanti. Donc, n'ayant pas de budget nécessaire pour faire des comptes rendus parlementaires, pour les organiser, tout naturellement, l'exercice n'avait pas été interdit, mais n'ayant pas de moyens financiers, évidemment, vous comprendrez que il était difficile de s'initier à la pratique. Donc, vous avez abandonné... N'empêche, non, j'en viens, n'empêche, s'il y a une chose que je me suis formellement interdite depuis mon entrée en politique, c'est cet éloignement vis-à-vis de mes mandants. D'accord, nous sommes en temps de transition, mais pour autant d'intercessions nous avons eu durant ces 2 années de transition, pour autant, je me suis imposé de toujours aller rendre compte de mes activités parlementaires à Mwanda, dans le 2e arrondissement en particulier. Mieux, je vais vous le dire, peut-être que vous n'avez pas suivi, peut-être que cette actualité vous a échappé. Nous nous sommes constitués en un conglomérat, avec d'autres collègues députés, pour aller tous ensemble dans nos villes et circonscriptions respectives, de Mwanda, en passant par Bakumba, Dende, Imbuji, Ngetu. Nous sommes allés rendre compte de nos travaux à l'Assemblée nationale. Nous sommes allés discuter, oui, 5, 6 députés, nous sommes allés discuter avec nos populations. Il n'y a rien de plus beau. Vous savez, il faut aimer les gens. Il faut savoir aimer les gens pour correctement faire de la politique. Nous sommes tombés amoureux des personnes qui nous ont désignés d'abord aux premières heures de nos pas politiques, et depuis, nous nous sommes imposés cette union. Nous nous sommes refusés d'être distants. Ces moments de compte rendu parlementaire sont des opportunités qui nous sont offertes très souvent pour saisir certains messages qui nous échappent en étant ici. Vous savez, ici, on passe 4, 5, 6 mois souvent, sans avoir le temps nécessaire pour repartir. Qui plus est, moi, avec mes fonctions de député, de parlementaire de la CEMAC, je suis tout le temps parti. Et non pas que ça nous fragilise, mais cette distance ne nous enchante pas forcément. Donc, pendant nos moments d'intercession, c'est un impératif, même si financièrement c'est souvent difficile, mais moralement on se refuse ce détachement. On veut être autour des nôtres, autour de cette chaleur. Donc oui, nombre de parlementaires se sont exercés à l'activité de compte rendu parlementaire, mais il ne faut pas blâmer ceux qui n'ont pas pu le faire, parce que malheureusement, les députés de la transition ne sont pas tous des hommes politiques. Il y en a qui n'avaient jamais fait de politique, il y en a qui n'étaient pas de députés, et il y en a qui n'ont pas forcément une base politique. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'élever et puis les condamner, non, malheureusement. Telles sont les volontés de la transition, il faut s'y tenir. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, l'honorable Alexandre Awassi. Honorable, qu'en est-il aujourd'hui des logements de Mwanda? Ah, l'épineuse question. Bah, écoutez, ça reste... Moi, j'ai envie de le dire. Maintenant que... Je crois que c'est la première fois que j'aborde la question sur une émission. C'est la première fois d'ailleurs que... Tout à fait. On me pose la question là-dessus. Où est-ce que nous en sommes? Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour tenter de bonifier la condition de vie dans ces logements. J'ai envie de vous dire que c'est, pour moi, et intimement je le pense, c'est l'un des plus beaux projets sociaux initiés par une entreprise au profit des populations. Sauf que, toujours intimement, je voudrais le dire, il aurait pu être mieux pensé. Moi, je vous le dirais. Je pense qu'il n'appartient pas à une entreprise de procéder au relogement des populations d'un pays.
c'est des missions régaliennes qui appartiennent exclusivement à l'exécutif, au gouvernement d'un pays. Mais l'entreprise s'est justifiée par sa responsabilité, dans le cadre, en disant qu'elle le fait dans le cadre de sa responsabilité. Ah non, 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 non. Il ne faut pas confondre les choses. On parle de deux notions différentes. Le relogement n'a rien à voir avec une action sociale. RSE. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité sociétale d'une entreprise. Absolument rien à voir. Ce n'est pas une action gratuite faite à l'endroit ou au plaisir des populations. On reloge les populations parce que, étant installés sur un titre foncier minier, on les déplace. Ça n'a rien à voir, et on les déplace au motif d'une activité économique. Donc ça n'a rien à voir avec la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais strictement rien à voir. Ce n'est pas une activité liée à la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est un relogement, c'est un déplacement des populations. Donc moi, à titre individuel, je me réjouis de ce qui est en train d'être fait sur le site en vue de l'amélioration, parce que oui, il y avait des sollicitations fortes qui avaient été faites, l'accès à l'eau dans ces cités, l'aménagement autour des maisons, la construction d'une école, la construction d'un dispensaire, la construction d'un marché. C'est autant d'éléments qui avaient été sollicités parce que ce relogement a un tout petit peu éloigné les familles de ces centres d'intérêt, donc l'école, le marché, ainsi de suite. C'est une autre vie que l'on propose à nos compatriotes, et donc ces éléments auraient dû être pensés dans l'initiative de la construction de ces logements. Donc c'est autant de petites choses qui sont en train d'être faites. On s'en réjouit et on espère, mais vivement, que ce projet arrive à son terme et que les bonifications dont je viens de parler continuent leur bonne voie. Donc voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire sur ces relogements. Beaucoup de frustration encore, parce que malheureusement, oui, il y a beaucoup de plaintes entre les études qui ont été faites, entre les évaluations qui ont été faites. Ça reste que il y a beaucoup encore qui se plaignent. Ce n'est pas faute d'essayer de trouver des solutions. Je pense que la Comilogue, pour ne pas la citer, y travaille. On espère vivement que les populations, les premiers concernés, trouvent satisfaction dans ce qui est en train d'être fait. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, l'honorable Alexandre Awassi, député de la transition, député au Parlement CEMAC et député de la circonscription de Mwanda dans la province du Haut-Ogooué. Honorable, vous êtes député au Parlement de la CEMAC et une actualité économique brûlante et non pas des moindres a récemment fait les choux gras de la presse, à savoir que les ministres des Finances, ministres du Budget de la zone CEMAC ont été reçus en France par le ministre français des Finances et également ils sont allés aux États-Unis du côté de Washington. Ils étaient en compagnie du gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, et il s'agissait du rapatriement des fonds RSE. Alors, quel est le rôle que la CEMAC, que le Parlement de la CEMAC a joué dans ces discussions? Alors, je voudrais que l'on évoque cette question avec toute la gravité qu'elle impose. Donc, il ne s'agit pas des fonds RSE, mais des fonds dédiés à la restauration des anciens sites, qu'ils soient miniers ou pétroliers. Il se trouve que cet argent, malheureusement, les entreprises exploitatrices veulent les loger dans des comptes occidentaux. Ça relève d'une incompréhension et d'une absurdité. Je vous dis, je préfère que l'on traite de cette question avec toute la gravité nécessaire parce qu'il en va de la crédibilité et de la souveraineté de nos États. J'espère que les chefs d'État africains, et en particulier ceux de la CEMAC,
sauront mettre à profit non pas l'orgueil, mais la responsabilité qui est la leur devant l'écriture de l'histoire de notre sous-région. Il serait inadmissible que des entreprises l'emportent sur des États entiers, sur la souveraineté de nos peuples. Cette question a évidemment été discutée lors de nos récents travaux au Parlement de la CEMAC à Malabo par les parlementaires. Et notre point de vue est clair sur cette question. Je ne comprends pas le chantage de ces entreprises et je ne comprendrai jamais la faiblesse des nôtres. Il arrive un moment dans l'histoire de nos nations que l'on préfère une souffrance momentanée aux misères qui nous sont proposées et entretenues par ces grandes succursales. Acceptons de souffrir un moment. Ça nous prendra 5, 6 ans, 10 ans, sans jouir des subventions du FMI et j'en passe. Ça nous prendra du temps. Mais à partir de cette souffrance, nous allons réussir à nous reconstruire. J'en reste convaincu. Est-ce que vous l'avez signifié au gouverneur de la BEAC? Je vous le dis, la question a été traitée lors de nos derniers travaux en commission. Le gouverneur avait été auditionné sur la question comme le nombre de personnes, nombre de commissaires de la CEAC et de la CEMAC. Ils connaissent le point de vue, c'est inscrit dans nos rapports d'ailleurs. Je suis rapporteur de cette commission. Donc c'est inscrit. Mais vous l'entendez bien que si le gouverneur de la BEAC insiste sur cette question, mais c'est que c'est un avis partagé. Il va falloir de l'audace née chez nos chefs de l'État pour qu'ils ne faiblissent pas. Je le dis et je le répète, c'est une question de souveraineté. Et c'est inadmissible. D'ailleurs, que ce soit des entreprises qui viennent dicter leurs lois dans des pays souverains, c'est inadmissible. C'est un vœu d'ailleurs que j'ai envie de prononcer à l'endroit du président Blaise Kotter Oligui. Qu'il soit un pilier de cette sous-région, qu'il prenne les choses en main, on en a besoin. C'est désormais l'un des plus jeunes chefs d'État. Il compte parmi les plus jeunes chefs d'État de la sous-région. On espère qu'il va revigorer cette sous-région que nous sommes en train de laisser mourir. C'est l'un des plus beaux héritages, malheureusement dévalorisés en Afrique, la CEMAC, pensée par les pères de cette sous-région. En tête duquel le président Omar Bongo Ondimba. Allez-y dans chacun de ces pays. Tous vous diront que de son vivant, personne ne pouvait piétiner la CEMAC. Personne n'osait écraser la CEMAC. Est-ce que vous pensez qu'ici, là, le succès patriotique régional va primer sur les intérêts étatiques? Mais c'est ce que l'on appelle de notre vœu. Lorsqu'on sait que les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts. C'est ce que l'on appelle de notre vœu. Et c'est la tristesse du constat fait dans notre sous-région. Notre unanimité n'est qu'apparente ou intéressée. Si elle était véritable, personne ne pourrait marcher sur nous. Nous sommes l'une des puissances africaines en termes financiers du fait des richesses de notre sous-sol. Mais nous sommes l'une des régions les plus pauvres. À cause de la nature très intéressée de nos relations. Le jour que nous comprendrons que notre solidarité est le facteur manquant à notre essor, nous en sortirons, mais très, très, très gentils. Donc, j'invite vraiment nos chefs d'État, sur cette question particulière, à faire preuve d'audace, à faire preuve d'orgueil, de sorte à ce que ces entreprises respectent désormais notre pays. C'est inadmissible leur attitude. Et que même le FMI, ces grandes instances financières, apprennent à respecter nos pays. S'il faut souffrir pendant une dizaine d'années, autorisons-nous à souffrir.
Des pays comme la Chine sont passés par là. À un moment donné, ils ont vécu en autarcie pour se construire. Permettons-nous, c'est peut-être cette étape-là qu'il manque dans l'histoire de nos pays. Il faut peut-être qu'on se ferme, qu'on se débrouille à se développer comme nous pouvons le faire. Parce que ce qu'ils nous proposent ne nous arrangera jamais. Au contraire, c'est d'abord à l'avantage de leurs États. Ils savent pourquoi ces fonds, ils veulent les garder dans leur compte. Des fonds qui sont destinés, après moult dégâts occasionnés chez nous, mais pourquoi c'est à eux qu'on doit? Non, ça relève d'une incompréhension, ça relève d'une injustice, ça relève en réalité d'un manque de considération et de respect vis-à-vis non seulement de nos chefs d'État, mais des peuples qui constituent tous ces pays. Donc pour moi, la main de nos chefs d'État ne devra pas trembler devant cette question. Et j'espère que nos ministres financiers sauront être rigoureux, ne pas se suffire à rire dans les tables des réunions, ne pas se contenter de quelques façons de faire malignes pour contrecarrer la rigueur que devra être celle de chef de l'État. Il en va de l'essor de notre sous-région. Il en va de l'essor de notre sous-région. Mesdames et messieurs, cette émission est arrivée à sa fin et nous ne saurons nous séparer de notre invité sans lui donner la parole à nouveau pour son mot de fin. Alors, honorable, je l'ai dit, les populations de Moanda vous regardent, vous écoutent. Quel est votre mot de fin à l'endroit de vos mandats, à l'endroit de tout le peuple gabonais, à l'endroit de la diaspora gabonaise et à l'endroit de tous nos téléspectateurs qui vous regardent? Mais écoutez, permettez-moi d'abord de vous réitérer mes remerciements. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à mesure d'extérioriser mes pensées. Et donc, à vous et toute l'équipe, je vous dis infiniment merci. Je voudrais ensuite adresser ma reconnaissance infinie à toutes ces personnes qui savent me soutenir, qui savent m'enseigner, qui savent diriger mes pas dans ce milieu très difficile qu'est celui de la politique. Je voudrais ensuite inviter nos compatriotes à œuvrer utilement à l'édification de notre pays. La restauration des institutions, bâtir le Gabon relève en réalité d'une volonté plurielle, d'une volonté partagée par tous. Ce n'est qu'à cet instant que l'on peut rêver du changement dans notre pays. Je voudrais donc solennellement inviter les nôtres, main dans la main, à construire notre pays, à se joindre à la volonté de nos gouvernants pour les accompagner. Tout est d'abord pensé avant d'être matérialisé. Et tant que nous positivons sur ce qui se fait pour notre pays, je pense que nous arriverons, peut-être pas dans l'immédiat à toutes nos fins, mais certainement que nous arriverons à concrétiser un rêve entretenu toutes ces années durant, de voir notre pays changer, de voir notre pays réinscrit dans les hauteurs qu'il mérite dans le concert des nations. Donc c'est exclusivement cette invitation que je voudrais adresser à l'ensemble de nos populations. Pour ce qui concerne celle de Moanda, il y a tellement de choses à leur dire que je ne voudrais retenir qu'une chose, c'est toute l'affection que je leur porte. Un petit clin d'œil comme ça à tous ces jeunes qui se battent au quotidien pour améliorer la condition de vie qui est la leur, à toutes ces femmes, ces mamans qui me portent dans leur cœur et que j'affectionne énormément, je voudrais leur envoyer les sentiments qui sont les miens à leur endroit. Et à tous mes papas qui chaque jour guident mes pas
de par ces belles leçons de vie qu'ils m'inculquent, je voudrais encore aussi leur témoigner ma reconnaissance infinie. Donc voilà, moi, ce que je peux dire à l'endroit des nôtres. Mais encore une fois, à vous, je vous dis merci. Nous également, nous vous disons merci de nous avoir accordé cet entretien. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous étions en compagnie de l'honorable Alexandre Awassi, député de la transition, député de la CEMAC, qui nous a fait honneur de répondre à nos quelques questions ce jour. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission avec un autre invité. À ce micro de présentation, je suis Saint-Clair Auguste Kenge, et il y avait à la réalisation, à la caméra, l'inamovible, l'inarrêtable Marcelin Alino, celui-là qui fait de nous ce que vous appréciez. Honorable, merci encore et à la prochaine. C'est moi, merci d'avoir dit merci.